Alors, imaginez un peu la scène. On a deux présidents, ennemis jurés au cœur d'un conflit régional, mais vraiment sanglant, et ils sont convoqués à Washington. Oui, et pas n'importe où, hein, à la Maison-Blanche. Exactement. Et sur la table, il y a la signature potentielle d'un accord de paix. Le tout sous le regard, disons, très attentif de l'administration américaine. On est au sommet de la diplomatie à haute tension, là. C'est tout à fait ça. C'est le jour de situation où tout est symbole. Une poignée de main un peu trop froide, un regard qui fuit, et tout peut s'effondrer avant même d'avoir commencé. La pression, elle est maximale. Et c'est précisément dans ce moment de pression qu'on va se plonger aujourd'hui. On va essayer de décortiquer une tentative de médiation américaine entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Notre analyse, elle se base sur un article de presse assez fouillé qui nous donne une photographie, je trouve, très précise des forces en présence à ce moment-là. L'objectif, c'est vraiment de dépasser les communiqués officiels, hein. Oui, on veut comprendre ce qui se joue vraiment. Est-ce que c'est un élan sincère vers la paix dans l'Est du Congo, cette région martyrisée depuis des décennies? Ou alors, est-ce que derrière les beaux discours, il y a une autre réalité, peut-être plus pragmatique? Une réalité, bah oui, liée aux richesses minières qui sont absolument phénoménales dans cette région. C'est un peu ça la question de fond. C'est toute la question. Alors, posons les bases. L'info qui déclenche tout, c'est cette rencontre sommet qui était planifiée à Washington entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. Et attention, ce n'était pas juste une rumeur, l'article est très précis là-dessus. Ah oui. Mm. Il cite la porte-parole du président Tshisekedi, Tina Salama, qui confirme le projet et elle avance même une date, le 4 décembre. Quand on a une date, ça veut dire que les rouages diplomatiques tournent à plein régime. On n'est plus dans l'hypothèse là. Non, on est dans la planification active. Une planification avec un objectif double et incroyablement ambitieux. D'abord signer un accord de paix et ensuite rencontrer le président américain de l'époque, Donald Trump. Difficile de viser plus haut en termes de poids politique. Clairement. Mais ce qui est fascinant ici, c'est le rôle de Washington. La source cite un responsable de la Maison-Blanche qui confirme qu'il continue de travailler avec les deux parties. La formulation est importante. Très importante. Les États-Unis ne sont pas de simples hôtes qui prêtent une salle. Non, ils sont les médiateurs, les facilitateurs, peut-être même les instigateurs de tout le processus. Ce qui soulève une première question, assez évidente. Pourquoi ? Pourquoi l'administration américaine s'investit-elle si directement dans un conflit régional africain aussi complexe? Pour comprendre cet empressement, il faut quitter un peu les couloirs de Washington et regarder ce qui se passe sur le terrain dans l'est du Congo. La situation est explosive. L'article parle d'une offensive éclair, c'est ça? Menée par le groupe rebelle M23. Exactement. Et les conséquences sont terribles. On ne parle pas de simples accrochages. Non, on est sur une autre échelle. Pas du tout. C'est une véritable guerre. Le M23 s'est emparé des deux plus grandes villes de la région. L'impact humanitaire est juste catastrophique. Des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. C'est ce chaos qui crée l'urgence, en fait. C'est ça. Sans cette pression militaire au sol, il est peu probable qu'on verrait une telle agitation diplomatique. La crise force tout le monde à bouger. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. À la racine de la méfiance entre les deux pays. Kinshasa accuse Kigali, mais sans détour, de soutenir activement le M23. Et ce n'est pas juste une accusation en l'air, pour la forme. L'article s'appuie sur une source très sérieuse, un rapport d'experts des Nations Unies. D'accord. Et ce rapport, qui date de juillet, utilise des termes extrêmement forts. Il affirme que le Rwanda exerce un commandement et un contrôle sur les rebelles. Commandement et contrôle, ce ne sont pas des mots anodins. Ce n'est pas un simple soutien logistique. Non, c'est une implication directe dans la chaîne de commandement. C'est une accusation, d'agression par procuration, ni plus ni moins. C'est exactement ça. Bien sûr, l'article précise que le Rwanda nie farouchement, comme il l'a toujours fait, mais cette accusation, documentée par l'ONU, elle empoisonne absolument tout. Imaginez la scène à Washington. Oui, Vous devez signer un accord de paix avec un dirigeant que vous accusez, preuve à l'appui selon vous, de mener une guerre sur votre territoire. La confiance est à zéro. comment peut-on même commencer à parler de confiance mutuelle dans ces conditions? C'est le point de départ de la négociation qui semble déjà un obstacle insurmontable. Ça change toute la dynamique. On n'est plus dans une médiation classique. Parce que si la situation est si bloquée, il faut bien un levier pour les forcer à s'asseoir à la même table. Voilà, et ce levier, l'article nous le donne noir sur blanc. L'administration Trump a mis sur la table une carotte, et quelle carotte? On parle d'investissements occidentaux qui se chiffrent en milliards de dollars. Et voilà. La deuxième pièce du puzzle. La pression militaire du M23 n'explique pas tout. La vraie question, c'est pourquoi Washington est soudainement prêt à mettre des milliards sur la table.
La réponse n'est pas sur le champ de bataille, mais sous terre. C'est ça, le fameux scandale géologique du Congo. L'article liste les ressources. Tantale, or, cobalt, cuivre, lithium. Arrêtons-nous une seconde sur cette liste. Ce n'est pas juste une liste de minerais, Non. c'est la liste de courses de toute l'économie du XXIe siècle. Sans cobalt et sans lithium, pas de batterie pour les voitures électriques ou les smartphones. Sans tantale, pas de composants électroniques. Donc, la paix dans l'est du Congo n'est pas qu'un enjeu humanitaire, en fait. C'est un enjeu stratégique majeur pour la sécurité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Attendez, donc, si je comprends bien, le smartphone dans notre poche, la transition énergétique vers la voiture électrique, tout ça dépend directement de la réussite ou de l'échec de cette poignée de main à Washington. Ça change complètement la perspective, oui. Absolument. Et c'est là qu'on peut avancer une hypothèse un peu plus dérangeante. Ce qui est contre-intuitif ici, c'est que la paix n'est pas seulement l'objectif, c'est peut-être l'outil. L'outil. Comment ça? Pour l'Occident, la paix n'est pas une fin en soi. C'est le prérequis pour transformer le Kivu en une mine à ciel ouvert stable, prévisible et surtout accessible. La vraie question, du point de vue de Washington, n'est peut-être pas comment obtenir la paix, mais quel type de paix est le plus rentable. C'est une vision très cynique mais qui semble terriblement logique. La paix comme condition d'exploitation des ressources. On est donc face à un levier de négociation extrêmement puissant. Stabiliser la région et on ouvre les vannes du financement. Oui, mais c'est un levier à double tranchant. Cette promesse peut aussi être perçue comme une forme de néocolonialisme, où l'on achète la paix pour garantir l'accès aux ressources. Tout à fait. Du point de vue de Kinshasa, ça peut ressembler à « taisez-vous et laissez-nous extraire votre cobalt ». Ça peut crisper les négociations plus que les faciliter si ce n'est pas présenté avec d'infinies précautions. D'autant que, comme le souligne l'article, cette rencontre ne part pas d'une feuille blanche. Il y a déjà eu des discussions, des accords signés avant. C'est un point fondamental. Les présidents ne venaient pas pour tout négocier de A à Z. Non, l'idée c'était de ratifier des textes, c'est ça. Exactement. Il y avait un accord de paix, négocié quelques mois plus tôt, en juin. Il y avait aussi un cadre d'intégration économique régionale. Théoriquement, le plus dur était fait. Il n'a manqué que la signature finale pour la photo. Voilà, théoriquement. Parce que le président Tshisekedi n'arrive pas à Washington en position de simple signataire. Il arrive avec une liste de conditions. Et elles sont, d'après ses propres mots, non négociables. Il s'est exprimé devant la diaspora congolaise en Serbie, et ses propos, qui sont rapportés par notre source, sont une véritable feuille de route de ses exigences. Il fixe une ligne rouge absolue en disant « Le respect de la souveraineté est non négociable ». C'est le socle de toute sa démarche. Et il détaille ce que ça signifie concrètement. Oui, je lis ce que rapporte l'article. Le respect des accords implique le respect de la souveraineté de notre pays, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement de la confiance mutuelle. C'est une liste de prérequis, pas de points de discussion. Et le point le plus explosif, évidemment, c'est le retrait des troupes rwandaises. Bien sûr, c'est une condition qui force le Rwanda à admettre une présence qu'il a toujours niée. Diplomatiquement, c'est presque impossible à accepter pour Kigali. On demande à une des parties de perdre la face avant même de commencer. Il y a une autre phrase qui est très forte et qui fait directement écho à notre discussion sur les minerais. Il dit « On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie ». C'est une réponse directe à la promesse des milliards de dollars. En substance, il dit « Votre argent est le bienvenu, mais il ne s'achètera pas au détriment de notre sécurité. » De notre souveraineté. C'est une manière de reprendre le contrôle du narratif, de dire que l'agenda économique ne primera pas sur l'agenda politique congolais. Et il ajoute un autre point qui est très important pour son opinion publique. Oui, cette phrase « on ne fera ni brassage ni mixage ». Pour quelqu'un qui ne connaît pas le contexte, ça peut paraître un peu obscur. Mais pour les Congolais, c'est d'une clarté absolue. C'est une référence directe au traumatisme des accords de paix passés. C'est-à-dire? Le brassage et le mixage, c'était ces processus où l'on intégrait des combattants de groupes rebelles au sein de l'armée nationale. En théorie, c'était pour la réconciliation. En pratique, ça a été une catastrophe. Ah oui? On a créé des armées dans l'armée, des chaînes de commandement parallèles. Ça n'a fait que perpétuer l'instabilité. En disant « pas de brassage », Tshisekedi dit « on ne refera pas les erreurs du passé ». Toutes ces conditions posent une question de méthode. C'est le fameux dilemme de l'œuf et de la poule. Exactement.
Faut-il d'abord bâtir la confiance pour pouvoir signer, ou faut-il signer un accord pour commencer péniblement à bâtir la confiance? Et la position congolaise est claire. La confiance d'abord. Oui. Le retrait des troupes rwandaises est un prérequis. C'est une position maximaliste, très difficile à tenir dans une négociation, mais politiquement très forte en interne. Le problème, c'est que ça risque de mener à une impasse. Surtout quand on regarde la réalité du terrain. Parce que pendant que les diplomates s'activent à Washington, ou même au Qatar, Oui, où il y avait des pourparlers en parallèle. pendant tout ce temps, que se passe-t-il réellement dans le Kivu? C'est là que l'article nous ramène brutalement les pieds sur terre. Il y a un constat, une phrase courte, presque clinique, qui anéantit tout l'optimisme diplomatique. La source écrit « Jusqu'à présent, aucun progrès significatif n'a été constaté sur le terrain ». C'est une douche froide. Tout ce balai diplomatique pour, au final, zéro impact sur la vie des gens. Et c'est ça la contradiction fondamentale qui mine tout le processus. Ce n'est pas la première fois que des engagements sont pris. L'article nous rappelle qu'en septembre, quelques mois avant, les deux pays s'étaient déjà mis d'accord sur une feuille de route. Avec des mesures très concrètes, il me semble. Très concrète, oui, et qui semblait équilibrée. D'un côté, le Congo s'engageait à s'attaquer à la menace du groupe armé FDLR, une vieille préoccupation sécuritaire du Rwanda. D'accord. De l'autre, le Rwanda devait faciliter le retrait de ses troupes. C'était un accord donnant-donnant. Et le résultat? Le constat de l'article est sans appel. Rien de tout cela ne s'est concrétisé. La méfiance actuelle de Tshisekedi n'est donc pas une posture. Elle est nourrie par l'échec très récent de l'accord précédent. On a donc l'impression de deux mondes qui ne se parlent pas. D'un côté, le monde des diplomates, dans les capitales lointaines, qui élaborent des plans sur le papier. Et de l'autre, le monde réel, celui de l'Est du Congo, où la violence continue et où les accords signés ne sont que des chiffons de papier. C'est le risque majeur de ces médiations internationales, menées de très haut et de très loin. Oui, le danger, c'est de produire un accord qui satisfait les agendas des médiateurs ici, la stabilité pour les investissements, mais qui est complètement déconnecté des dynamiques locales, des haines recutes. Un tel accord est mort-né. Si on essaie de synthétiser donc, on a cette grande initiative américaine, un package deal qui lie paix et argent. D'un côté, la promesse de stabiliser une région et d'y injecter des milliards, notamment pour sécuriser l'accès à ces minerais vitaux. Et de l'autre, on a un mur de méfiance. Une méfiance qui est nourrie par le passé récent, illustrée par les conditions très dures posées par le Congo, et surtout justifiée par ce fossé béant entre les promesses diplomatiques et l'absence totale de résultats sur le terrain. Le succès de toute cette entreprise reposait sur une seule chose en fait. La capacité à jeter un pont au-dessus de ce fossé. Et pour comprendre la profondeur de ce fossé, il y a une dernière citation dans l'article qui est, je trouve, très révélatrice. En parlant de sa tentative passée de rapprochement avec le Rwanda, le président Tshisekedi lâche cette phrase, qui est à la fois personnelle et politique. Laquelle ? Ils nous ont poignardés dans le dos en 2022. Cette phrase, elle sort complètement du langage diplomatique habituel. On n'est plus dans l'analyse géopolitique, on est dans le registre de la trahison. Ça montre que la rupture n'est pas seulement stratégique, elle est aussi émotionnelle. Ce qui rend la réconciliation infiniment plus complexe. Beaucoup plus, oui. Alors, en gardant cette phrase en tête, cette sensation de coup de poignard, et en considérant les richesses colossales qui sont en jeu, la question finale que nous laissent nos sources est... Vertigineuse. Un accord, même signé sous les ors de la Maison-Blanche, à des milliers de kilomètres du conflit, peut-il vraiment changer la vie des populations de l'Est du Congo, ou risque-t-il, comme tant d'autres avant lui, de n'être qu'un chapitre de plus dans la lutte d'influence sans fin pour le contrôle des ressources de la région ? Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité internationale et des enjeux diplomatiques de la RDC.